Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, l'histoire que l'on n'a jamais racontée. Les époques de bonheur, écrivait Hegel, sont les pages blanches de l'histoire parce que ce sont des périodes de concorde. Depuis quelque temps, il est de bon ton chez les historiens d'émettre des doutes quant à la place de l'islam dans la sphère de l'économie, Couran 2011. D'autres refusent même catégoriquement d'envisager que l'islam ait pu être à un moment donné une force motrice dans l'histoire de l'humanité. La plupart du temps, sont étudiés les conflits sociaux, les guerres et les manœuvres politiques faites par les mécontents et les rebelles, aspirant à exercer l'autorité et à exploiter les plus faibles. De l'autre côté, nous trouvons les victimes, elles aussi intéressées et aspirant au pouvoir avec pour grand objectif de rétablir la justice. En effet, notre mémoire collective est la plupart du temps structurée par les effroyables violences et les abominables injustices perpétrées en son nom ou que nous, communs des mortels, nous nous sommes infligés par le passé. C'est omettre que les périodes du 7e au 11e siècle au moins ont été des périodes où l'islam a excellé en matière économique. En conservant et en enrichissant l'héritage intellectuel gréco-romain, le monde arabo-musulman a fait de remarquables avancées dans la compréhension des phénomènes marchands, des mécanismes monétaires ou en matière de finances publiques. C'est pourquoi notre champ d'investigation sera avant tout celui de l'histoire économique. On ne saurait toutefois se limiter à une simple histoire de l'économie, dans la mesure où elle est inséparable des autres événements qui ont tissé l'histoire de l'islam. La vie de l'homme est un tout. La vie économique est inséparable de la vie privée de l'individu, de sa vie sociale, de l'ensemble de ses croyances et de ses valeurs. C'est donc en soi l'évolution de tout un milieu social et culturel que nous allons essayer de suivre pendant un peu plus de 5 siècles. Le statut singulier de l'histoire. Nous ne pouvons que nous désoler du désamour qu'entretiennent les disciplines de l'histoire et de l'économie. Heureuses ou malheureuses, ces références ont mis en avant certains travaux habituellement marginaux et ont été peu relayés dans le débat public, d'autant qu'elles ont révélé que le nombre de personnes travaillant actuellement sur l'histoire économique était extrêmement réduit au sein des départements universitaires. Paradoxalement, la diffusion et les progrès d'outils semblaient offrir de nouveaux instruments de mesure et de nouvelles possibilités d'analyse des économies du passé. Il ne fait aucun doute que cette extinction tire son essence de l'attention politique consacrée à ces sujets, mais aussi de l'idée selon laquelle le capitalisme serait le système économique ultime. En effet, épris d'un messianisme social, Arif 2018a, l'économiste formaliste va vouloir dès le XIXe siècle modeler la science économique sur la physique, l'amenant fréquemment à nier l'historicité et la contingence des théories. Le champ de l'histoire économique a donc été particulièrement marqué par l'idéologie de la fin de l'histoire et son corrélat politico-économique, à savoir l'idée d'un triomphe nécessaire, ou du moins fortement souhaité, des démocraties capitalistes, Calafat et Monet 2016. Mais la dérive scientiste de certains économistes va les amener à négliger que l'histoire est, qu'on le veuille ou non, une partie intégrante du récit national. Elle n'est pas seulement une chronique d'événements. Plus importante encore, elle est une galerie dévoilant les scénarios successifs des réalisations et des échecs de l'humanité. Elle est ce miroir lucide dans lequel on peut voir les épisodes animés de l'ascension et de la chute des nations et des civilisations, à travers l'interaction d'idées, de personnalités, d'institutions et de sociétés. Alors que se déroulent pour l'œil humain ces scènes fascinantes, ils confrontent dans le même temps l'esprit des défis. L'histoire nous invite à réfléchir, à analyser, à approfondir et à découvrir les forces étiologiques derrière toutes ces dynamiques. En somme, elle ouvre pour l'humanité une possibilité d'apprendre du passé, afin de remodeler le présent et ouvrir la voie à un avenir meilleur. Chapra, 2008, MBM Armad 2013b. L'étude de l'histoire est d'autant plus importante en ce qu'elle permet, dans l'analyse portée sur l'islam, d'y déceler les erreurs commises par les générations antérieures et de moduler notre comportement actuel. En effet, n'a-t-il pas été révélé aux prophètes de l'islam que nous te relatons toutes les nouvelles importantes des messagers par lesquels nous affermissons ton cœur, et qu'il s'agit d'une exhortation et un rappel pour les croyants, Coran 11 sur 121 ? En réalité,
Le Coran ne souligne pas seulement la nécessité de comprendre l'ensemble des facteurs responsables de la montée et du déclin des nations. Il invite l'humanité entière à comprendre la conception divine, comme intégrée dans les processus historiques. Il a attribué à l'humanité non seulement le rôle d'apprendre de l'histoire, mais aussi de la façonner. Sa mission historique en tant qu'individu et en tant que communauté est d'œuvrer en permanence à établir et à vivre selon la volonté divine dans l'espace et le temps de l'histoire. Cette volonté divine se caractérise par une lutte active pour l'établissement de la justice, Coran 4/136, de manière à permettre à l'humanité de chercher le bien dans ce monde et dans la vie à venir. On comprend mieux ici que la religion islamique, que ce soit sur le plan politique, économique ou social, a été guidée par une toute autre conception du monde. Une autre vision du monde. Tout économiste et historien reconnaît que le bien-être constitue le summum bonum de toute activité humaine. Mais compte tenu de la rareté des ressources, le bien-être de tous ne peut être pris en compte si celles-ci ne sont pas utilisées de manière efficace et équitable. À cet effet, chaque société a besoin de développer une stratégie efficace qui est consciemment ou inconsciemment conditionnée par sa vision du monde, Chapra, 2014. Ainsi, il est primordial de garder à l'esprit que l'histoire économique que l'on va raconter a été guidée par une vision du monde tout à fait différente des sociétés capitalistes actuelles. La vision matérialiste des économies capitalistes a eu tendance à attacher une importance maximale à l'aspect matériel du bien-être humain, et à ignorer en règle générale son aspect spirituel. Les turiféraires de cette vision font le plus souvent valoir que le bien-être peut être atteint si l'on donne aux individus une liberté sans entrave, afin de poursuivre leurs intérêts propres, et de maximiser leur satisfaction en fonction de leurs propres préférences. Une telle vision du monde laisse finalement peu de place à l'éthique ou à l'intervention du gouvernement dans l'attribution et la répartition des ressources. L'optimum social serait atteint par les forces du marché, qui s'occuperont elles-mêmes de rétablir la justice par la concurrence. De l'autre côté, les visions du monde portées sur la religion et la spiritualité accordent une attention aussi bien à l'aspect matériel qu'aux aspects spirituels du bien-être civilisationnel. Elles ne rejettent pas pour autant le rôle de la raison dans le développement humain. Cependant, elles se retrouvent complétées par la révélation. De même qu'elle ne rejette pas les attributs de la liberté individuelle, ou le rôle que la part de l'intérêt peut jouer dans le développement humain. Néanmoins, elle souligne que la liberté et la poursuite de l'intérêt doivent être atténuées par des valeurs morales et de bonne gouvernance, afin de veiller à ce que tout le monde soit récipiendaire du bien-être réalisé, Arif 2018b. Aucune des grandes visions qui prévalent dans le monde n'est totalement matérialiste. Il existe néanmoins des différences significatives avec les regards spirituels pour ce qui est de l'accent mis sur l'aspect matériel du bien-être et sur le rôle des valeurs morales, le but étant de rationaliser le comportement des acteurs économiques. Alors que les objectifs matériels se concentrent principalement sur les biens et services, les objectifs spirituels intègrent les concepts de paix de l'esprit, de bonheur intérieur, d'honnêteté, de justice, d'attention mutuelle, de coopération, voire de proximité avec le divin. Si ces variables sont difficilement quantifiables, elles sont néanmoins cruciales pour parvenir au bien-être humain. En somme, pour produire la meilleure structure sociale qui soit, les efforts économiques de l'homme doivent être motivés par une philosophie morale porteuse de sens comme point de référence, Naqvi 1994. Le mythe du grand vide. Les faits démontrent clairement que l'histoire et la pensée économique en islam n'ont pas suscité l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs. Qu'on en juge, la plupart des économistes se sont bornés à suivre la tradition schumpeterienne. Si Schumpeter reste l'un des plus grands économistes, sa grande histoire de l'analyse économique, publiée après sa mort en 1954, comporte une lacune patente. En effet, il fait état d'un bond de 500 ans, passant directement de la pensée économique grecque à la pensée scolastique de saint Thomas d'Aquin. En tirant d'un trait de plume plus de 5 siècles de pensée économique en islam, il rompt la chaîne de l'histoire. Ce grand vide, résulte-t-il d'une banale méconnaissance, ou bien d'un défaut de transmission de la pensée économique des auteurs de l'islam ?
Si nous pouvons sans difficulté affirmer que les recherches portées sur l'islam et l'économie ont émergé et ont été présentées dans les années 1960, nous pouvons nous questionner sur la thèse selon laquelle Schumpeter n'aurait eu aucune connaissance de certains textes arabes. En effet, et de manière très explicite, l'auteur mentionne la méditation sémite avec les Arabes en première ligne, Ibn Sina et Ibn Rushd, et la pensée juive avec Maïmonide, dont a clairement bénéficié la scolastique occidentale, Verrier 2009. De la même manière, il est inexact d'invoquer le défaut de transmission de la culture arabo-islamique à l'Occident chrétien. Le canal de transmission le plus connu a été le grand mouvement de traduction des textes arabes qui débute dès le Xe siècle, Ibidem. Gérard de Crémone en a été la figure de proue avec à son actif plus de 70 traductions, dont les écrits d'Ibn Sina. En outre, plusieurs voyageurs culturels tels que Constantin l'Africain ou Abélard de Basse apprirent la langue arabe et contribuèrent massivement à la diffusion de la pensée islamique en Occident. Néanmoins, ces nombreuses traductions ne vont pas créer un attrait scientifique pour la pensée du monde arabe. Au contraire, l'Occident latin a pu s'approprier ces travaux à des fins personnelles. On note par exemple que Gérard de Crémone, mort en 1187, va délibérément ignorer ses contemporains, dont Ibn Rushd, mort en 1198. Que dire encore de l'étrange attitude d'Ibn Abdoun de Séville, préconisant de ne point vendre de livres à des juifs ou à des chrétiens, ceux-ci s'attribuant même les traductions opérées par eux-mêmes, ibidem. Il convient par ailleurs de souligner un autre canal de transmission, les croisades et la reconquête espagnole, qui vont considérablement accélérer les contacts avec les centres culturels de Byzance et d'Orient d'une part et d'Andalousie d'autre part, ibidem. Enfin, c'est l'absence d'originalité de la pensée économique de l'islam qui est régulièrement invoquée. L'argument consiste à dire qu'elle n'a été qu'une pâle copie de la pensée grecque. Il n'est pas tout à fait faux de dire que plusieurs auteurs arabo-musulmans aient repris des thèmes importants de la pensée grecque. Entre autres, il faut mentionner ceux en rapport avec la justice dans l'échange, avec la société du juste milieu ou encore avec la condamnation de l'intérêt. Bref, autant de thèmes ayant déjà été développés par Aristote. Mais c'est omettre que les auteurs islamiques ne se sont pas limités à reprendre l'héritage laissé par les Grecs. Au contraire, ils vont considérablement le fructifier en y apportant des éléments nouveaux. Une telle caractérisation ignore également le fait que les structures économiques et les relations commerciales entre différents groupes sont autant de facteurs qui conditionnent et influencent fortement la pensée et la réflexion économique. Contrairement aux États musulmans qui ont connu des flux d'échanges gigantesques, nous ne pouvons ignorer que l'ancienne cité grecque avait peu de relations commerciales avec le reste du monde, Verrier 2009. Et quand bien même la contribution de la pensée islamique se serait bornée à énoncer les idées déjà développées par les Grecs, sans elle, les écoles de pensée ultérieures, scolastiques, mercantilistes, classiques, etc., auraient-elles connu l'essor dont elles ont fait preuve. L'une des lacunes dans l'œuvre de Schumpeter a été d'ignorer une règle d'or dans la vérification d'une théorie historique, celle de considérer les événements de l'histoire comme une chaîne. En effet, il reste très difficile, sans tenir compte de cette règle fondamentale, d'appréhender l'histoire de quelque époque que ce soit, surtout celle que nous sommes sur le point d'entreprendre, MBM Armad 2013b. Or, dans ce grand vide, énoncé par Schumpeter, se situe justement la pensée et la civilisation arabo-islamique. Ne s'agirait-il pas là d'une forme d'ethnocentrisme européen, bien ancrée dans notre inconscient collectif depuis les thèses d'Ernest Renan, Akalai 1991, Norel 2004. Feuille de route. Différente, l'histoire que l'on va raconter est celle d'une civilisation qui ne nous est pas pleinement familière. Il convient d'admettre qu'au-delà des recherches menées en Europe, d'autres ont apporté leur contribution au progrès commun. Alors que le monde arabo-musulman tient l'un des rôles premiers de l'actualité, à l'aune notamment des drames humains et au-delà des causes, il est bon de rappeler que ce phénomène ne relève pas de la nouveauté et qu'il a été, dès le 7e siècle, l'un des éléments primordiaux de l'histoire. Appuyé sur une religion considérée comme l'expression de la révélation divine, la domination de la civilisation arabo-islamique et son expansion seront marquées tant par le particularisme des systèmes politico-économiques que son apport culturel. Mais alors,
En quoi l'histoire démontre-t-elle que le système économique islamique a été si différent du système économique conventionnel? Les institutions islamiques ont-elles réellement été anti-économiques? En d'autres termes, dans quelle mesure les institutions islamiques ont-elles contribué à façonner le champ économique? C'est à l'ensemble de ces questions et à celles qui en découlent que cet ouvrage va tenter de répondre. Pour comprendre l'histoire économique du monde islamique, il a été primordial en premier lieu d'analyser et de décrire la péninsule arabique avant l'avènement de la religion nouvelle, chapitre 1. Si l'islam a joué un rôle non négligeable dans l'expansion économique de l'Arabie, le commerce n'était pas tout à fait absent de certains de ses segments. Mais comprenons-le bien, lorsque Mohammed prêche le message de l'islam, l'économie n'était qu'une sphère parmi d'autres qu'il appelait d'ailleurs à modifier. Les enseignements économiques du livre des musulmans n'ont pas grande valeur si on ne les associe pas avec sa philosophie d'ensemble. Le rôle du prophète de l'islam a été avant tout d'établir une relation féconde entre les hommes et le divin. L'étude du Coran s'impose donc en premier lieu, celui-ci faisant office d'autorité principale et irréfragable. S'il est vain d'y chercher une approbation ou une condamnation du capitalisme par exemple, cette source donne des indications très claires sur des injonctions et des comportements à adopter dans différentes situations. Ensuite, bien que la sunna et les traditions soient un véritable code de conduite aujourd'hui, elles doivent être considérées avec beaucoup de précaution. Néanmoins, elles peuvent être acceptées seulement si des arguments forts les démontrent comme authentiques. Par un souci de cohérence méthodologique, nous privilégierons ici la thèse de la continuité historique de l'islam. Aussi, nous rappelons que l'analyse de l'avènement de l'islam et le contenu du message de Mohammed dans un cadre historique ne constitue en aucun cas un déni de la validité de ce message et de son contenu spirituel. De nombreuses déclarations coraniques ont été révélées dans le contexte d'une société spécifique et dans des circonstances particulières. Ainsi, l'intérêt de notre analyse réside dans le processus de renforcement des institutions par Mohammed à l'aune des réalisations entreprises par les générations précédentes, chapitre 2. La disparition de Mohammed en 632 est ressentie comme un véritable cataclysme au sein de la jeune communauté. Elle est loin de représenter une phase de renversement de l'ordre établi, mais a posé immédiatement la question de sa succession. Soumis au suffrage des différents compagnons du prophète, l'histoire du califat va regrouper dans un premier temps les 4 premiers califes, Abu Bakr as-Siddiq 632 à 634, Umar ibn al-Khattab 634 à 644, Uthman ibn Affan 644 à 656 et Ali ibn Abu Talib 656 à 661 sous la désignation de califes bien guidés ou orthodoxes. Les grands changements sociaux durant cette ère impliqueront la naissance d'une jurisprudence islamique pour les siècles à venir, et contribueront au développement de la pensée juridique et économique. En soi, la jurisprudence économique islamique a été rendue nécessaire afin de trouver des réponses aux nouvelles réalités socio-économiques. À la lumière des lignes directrices de notre recherche, il nous importera de traduire les conséquences économiques de cette rapide expansion islamique et la contribution des califes dits bien guidés, chapitre 3. Une nouvelle ère de l'histoire de l'islam débute lorsque Muawiyya ibn Abi Sufyan fonde la dynastie des Umayyads, 661-750. La période examinée est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est marquée par le commencement de l'ère des dynasties royales. Ensuite, parce que l'expansion des frontières politiques de l'État islamique conduit à une augmentation substantielle du volume du commerce et rend nécessaire la mise en place de réformes, notamment en matière d'organisation administrative et de politique monétaire, chapitre 4. Les périodes du califat bien guidé et Umayyads ont posé certains jalons qui prendront forme sous les dynasties suivantes. Car en effet, c'est au cours de la période des Abbassides, 750-1258, et des dynasties autonomes, que l'empire islamique va atteindre sa formation la plus large et la plus consolidée. Le commerce islamique va s'étendre à l'est en Inde et dans l'ouest jusqu'en Espagne. Cette période de prospérité, communément baptisée âge d'or, ne sera cependant pas exposée dans le présent ouvrage et fera l'objet d'une analyse plus approfondie dans un deuxième volume. Les limites de l'étude. Ce périple au cœur de l'histoire de l'islam s'est avéré périlleux à bien des égards,
et plusieurs obstacles se sont au fur et à mesure présentés à nous. Le premier est sans équivoque le caractère limité des sources rattachées à notre étude. Certes, bien qu'elles soient existantes, B. Lewis, 1970, la rareté des sources tire son origine d'un manque d'intérêt des historiens et économistes, n'ayant pas prêté l'attention nécessaire à l'histoire économique du monde islamique, KN 1955. Or, la plupart des institutions socio-économiques des 8 premiers siècles de son histoire fonctionnaient conformément à la loi et normes sociales islamiques, M. Hakan 2013. Ces siècles ont été marqués par une prospérité économique, ainsi que par un indéniable progrès intellectuel. La période de déclin qui s'ensuivra nous apporte également nombre d'enseignements. Une étude plus approfondie de ces périodes peut mettre en lumière les politiques économiques menées au sein de ces sociétés. Le second a indéniablement trait au rapide et continuel déclin de l'économie islamique, en tant que discipline. Celle-ci a laissé place, notamment depuis la dernière crise économique généralisée amorcée en 2008, à une recrudescence des travaux portant sur la finance islamique. Contrairement à cette dernière, on remarque que la plupart de la littérature portant sur l'économie islamique demeure paradoxalement théorique et conceptuelle. Ce qui contribue, à titre d'exemple, à inscrire l'idée selon laquelle le financement sans intérêt constitue l'unique instrument que l'économie islamique avait à offrir. L'étude qui va suivre vise ainsi à offrir des ouvertures de réflexion historique. D'où la nécessité de réunir l'ensemble des travaux jusqu'alors entrepris sur l'histoire économique du monde islamique, et ainsi lui rendre, suivant la belle expression de Lucien Febvre, son droit à l'histoire. En brossant une fresque d'ensemble, cet ouvrage vise à mettre en lumière le versant économique de l'histoire de l'islam, et faciliter l'acquisition d'un certain nombre d'idées sur l'évolution d'un monde et d'une histoire qui a fortement compté. L'économiste doit pouvoir alors s'appuyer sur l'histoire, non seulement pour y découvrir le passé, mais aussi pour mieux comprendre le présent et relever les défis de l'avenir. Chapitre 1 – Panorama de l'écoumène arabe pré-islamique. Malgré toute la difficulté qui entoure l'étude de l'Arabie avant l'avènement de l'islam, elle s'avère fondamentale pour tout chercheur dans le domaine de la civilisation islamique. Contrairement à pléthore d'idées bien établies, la récente littérature sur l'Arabie pré-islamique démontre que la péninsule n'a pas toujours été bonne dernière en matière économique et sociale. En effet, la notion trop statique de Jahiliya semble encore aujourd'hui être la pierre d'achoppement de nombre de chercheurs, O'Leary 1927, Ibrahim 1990. Bien que leur intention initiale ait été de chercher à caractériser un peuple ignorant le commandement divin et la nature miraculeuse de l'islam, la notion de Jahiliya va être galvaudée et devenir un vague synonyme de barbare, de sauvage ou encore d'incivilisé. L'existence du tribalisme dans la péninsule arabique en tant que type de formation sociale ne peut être niée, mais à la lumière des récentes découvertes archéologiques et des investigations actuelles, en particulier dans l'Arabie du Sud, généraliser ce mode de vie à toute l'Arabie s'avère être un anachronisme ayant la vie dure. Les Arabes étaient socialement et économiquement diversifiés, et avaient des styles de vie composites. Cette diversité n'impliquait pas forcément des intérêts antagonistes. Bien au contraire, il paraît évident qu'il existait une relation dynamique entre les nomades et les sédentaires, où chacun dépendait de l'autre. Toute hostilité entre les deux résultait d'un déséquilibre dans cette relation, généralement en temps de tumulte politique ou d'adversité économique. Sur le plan économique, un surplus agricole était dégagé au Yémen, à Oman ou au Bahreïn actuel. Jouissant de la plupart des précipitations, le Yémen produira le plus fort excédent résultant d'une part de la production agricole, encens, myrrhe, blé, vignes, colorants et épices, et d'autre part de l'élevage animal, bovins, ovins et chameaux. Il va également faciliter l'émergence d'une industrie artisanale comprenant le cuir, les produits métalliques, les tissus, les parfums et d'autres composés aromatiques. Ce surplus sera échangé sur les marchés locaux et internationaux, où l'emplacement du Yémen, à proximité des principales voies terrestres et maritimes commerciales, va favoriser l'émergence d'un capital marchand, Ibrahim 1990. Quelques mots sur le passé économique et social de la péninsule,
doivent donc former un prélude approprié et utile à une description de l'histoire économique du monde islamique. Celle-ci nous permettra de brosser un portrait plus complexe de la péninsule avant l'arrivée de l'islam, et lever les contraintes imposées par la sacro-sainte notion de jahiliya. Éléments géographiques. Parmi tous les facteurs qui ont façonné l'histoire de la péninsule arabique, c'est le facteur géographique qui a été le plus décisif. La plupart de l'Arabie a été victime de la natura maligna. Le processus géologique est responsable de sa forme et de son contour, un énorme quadrilatère placé entre deux continents proéminents. Sa configuration interne est également regrettable même si, ce n'est pas tant le processus géologique comme le climat terrestre qui a façonné de manière décisive l'histoire de l'Arabie. Dans cet environnement climatique, c'est l'eau ou son absence qui a été le facteur le plus important. Shahid, 1970. Les précipitations atmosphériques se situent à la périphérie de la péninsule et dans les zones de mousson au sud-ouest, mais la plus grande partie restante de la péninsule est aride, n'ayant ni lac ni rivière. Son hydrosphère se compose principalement de puits, de torrents et de crues éclairs. L'eau est donc de loin la composante la plus décisive de tous les déterminants géographiques de l'histoire humaine en Arabie. C'est l'élément qui va diviser la péninsule en deux parties distinctes. L'air pluvial des parties tournées vers l'extérieur, en particulier le sud-ouest, et l'air aride du centre ou des régions intérieures. La péninsule est donc une terre qui contient à l'intérieur de ses frontières les deux extrêmes côte à côte. D'un côté, nous avons un sud fertile et luxuriant, béni par le sol et le climat, un véritable jardin d'Éden, et la zone adjacente au nord-est, un véritable enfer sur terre dont le quart vide, Rub al-Khali, l'un des plus grands déserts et la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde. La zone aride avec ses différents degrés d'aridité témoigne d'adaptations remarquables à la dure réalité de la géographie physique. Les parangons classiques de son écologie végétale, animale et humaine sont respectivement le palmier dattier, le chameau et le bédouin, autant d'exemples de rusticité et d'endurance. La Mince, 1914. Bien qu'important, le palmier dattier l'est moins que le chameau, condition sine qua non de la vie bédouine dans la zone aride, et dont la domestication en Arabie s'est révélée être un événement majeur dans l'anthropologie de la péninsule. Le bédouin est nécessairement éleveur ou berger, constamment en mouvement, même si sa mobilité dépend de celle de son troupeau mais aussi des conditions climatiques. Sa vie est une constante lutte pour l'existence, et la guerre une institution naturelle menée par les tribus auxquelles le bédouin doit appartenir s'il doit survivre. À la périphérie de la zone aride, se trouvent des oasis où se développe une forme de vie sédentaire. Les sources vivaces de ces oasis, à leur tour, engendrent une forme d'agriculture qui est la base d'une vie sédentaire et d'une agrégation politique. Shahid, 1970. La zone pluvieuse dans le sud est le nourrisson de la natura benigna, et témoigne d'une adaptation tout aussi remarquable aux faits cléments de la géographie physique. Les ressources complémentaires du sol et du climat expliquent que c'est la flore, et non la faune, qui est la clé de la compréhension de son histoire. Ibidem. Le symbole de la flore du sud qui reflète la nature luxuriante de sa végétation est l'arbre à encens, contrastant fortement avec le palmier dattier de la zone aride. Le contraste est d'autant plus frappant qu'il s'applique également au mode de vie qui est sédentaire, essentiellement agricole tant la flore de son pays est importante. L'économie du Sud est territoriale, contrairement à celle du Nord qui est principalement familiale et tribale. Il s'agit d'une terre de ville solidement établie, contrairement aux centres d'habitation dans le Nord. Celles-ci sont proches les unes des autres, forment une région densément peuplée et un continuum spatio-temporel humain. Cette description indique très clairement que le Sud possède tous les éléments nécessaires à l'apparition d'une forme de vie politique développée et d'une culture matérielle élevée. Cette division claire de l'ordre écologique de la péninsule arabique a son équivalent en ethnographie. Les habitants de la péninsule sont clairement divisés en deux grands groupes qui, bien qu'étant étroitement liés, sont très distincts les uns des autres. En termes ethnographiques, la péninsule se trouve alors divisée entre les peuples du Sud, qui parlent une langue sémitique ayant des variations dialectales, et les peuples de la zone aride dont la langue est l'arabe, l'arabiya, comprenant également ses propres variations.
Bien qu'une compréhension de ces distinctions linguistiques et ethnographiques eût été indispensable pour construire le cadre nécessaire dans lequel l'histoire de l'Arabie pré-islamique doit être définie, notre étude n'aura pas vocation à expliciter ce point. L'Arabie à l'aube de l'islam, source, Le Monde de la Bible. L'Antiquité pré-islamique, jusqu'à 115 AV. J.C. La région qui va se dégager de cet énorme bloc est d'abord celle du Yémen, dont les premiers États étaient Mahin et Saba. Bien que les chercheurs ne soient pas unanimes sur la date de sa fondation, on suppose généralement que Mahin aurait été fondé aux alentours du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mahin était basé dans la zone continentale fertile, entre Najran et Hadramaout. Jouissant de précipitations régulières, les agriculteurs minéens ont su saisir l'opportunité de l'eau des ruisseaux coulant de la montagne. Leur culture principale était l'encens, une plante aromatique indispensable aux cérémonies officielles et religieuses dans le monde antique. L'encens était si important que les États subséquents du Yémen bâtirent leur richesse, leur pouvoir ainsi que leurs liens internationaux, grâce à sa production. Les institutions gouvernementales de Mahin étaient formalisées sur la base d'une propriété foncière. La région était gouvernée par un roi qui était assisté d'un assortiment de fonctionnaires, représentants, gouverneurs provinciaux, chefs tribaux, commandants militaires et soldats. Selon les inscriptions trouvées dans la capitale Karnaout, certaines des activités de ce roi héréditaire comprenaient la délivrance de décrets, la construction d'édifices publics, l'entretien du temple et la conduite d'expéditions militaires. Rickman, 1957. Des décisions importantes étaient prises par le roi après avoir consulté les membres de la famille royale, les fonctionnaires du temple, les chefs des villes et les chefs tribaux. Des impôts étaient collectés auprès des marchands, des agriculteurs et des artisans, et des loyers étaient perçus auprès des paysans qui louaient les terres royales. Les responsables approuvés, tels que les chefs de ville, les gouverneurs et les chefs tribaux étaient responsables de la perception des impôts dans leurs domaines respectifs. Ils conservaient généralement leur part des impôts, avant de remettre la différence au trésor. Le royaume de Mahin était divisé en provinces, chacune d'elles gouvernée par un kabir. Ibrahim, 1990. Les villes du royaume étaient toutes dotées d'un gouvernement, d'un conseil de gouverneurs, d'un dieu, d'un temple et d'une hiérarchie religieuse. Après le roi, le temple était l'institution la plus riche car elle possédait la propriété foncière, le privilège de la perception fiscale, l'accès au travail non rémunéré ainsi que les dons et offrandes perçus à diverses occasions. Bonne récolte, rétablissement d'une maladie, défaite d'un ennemi, construction d'un immeuble, etc. Ainsi, l'intérêt commun entre les grands propriétaires fonciers allait entraîner la formation d'une sorte d'alliance entre eux, qui en plus de faire converger leurs intérêts économiques, leur permettrait de conserver le monopole des institutions dirigeantes. Rickman, 1957. La continuité de cette structure gouvernementale est également manifeste dans le royaume de Saba, Ibidem. Si l'origine de cet État est aussi obscure que celle de son prédécesseur, les inscriptions sabéennes trouvées à Marib, la capitale, témoignent de la similitude de ses institutions gouvernementales et de sa structure sociale avec celle de Mahin. On trouve par ailleurs plusieurs inscriptions faisant état de personnes issues de différentes familles, dédiant enfants et propriétés au dieu de la lune, Al-Makka, Ibrahim, 1990. D'autres récits mettent en lumière des révoltes internes ou des alliances créées par le biais du mariage, Ibidem, 1990. Ainsi, que ce soit à Mahin ou à Saba, de nombreuses preuves attestent l'existence d'une société stratifiée au sommet de laquelle se trouvaient les propriétaires qui contrôlaient l'État et les ressources de la région. L'excédent généré par les classes productrices sera échangé par les marchands, dont l'activité était facilitée à partir du moment où l'État garantissait la protection des routes commerciales sur des marchés lointains. Des conditions similaires ont été trouvées dans deux autres États contemporains, Kataban et Hadramaout, avec leurs capitales respectives à Tamna et Chabwa. Kataban était bien connu pour son monopole du marché de l'encens, mais c'était à Hadramaout que cette plante poussait plus abondamment. Chacun des quatre États voisins s'intéressait de très près au contrôle de la plus grande part de ce marché. En raison de la concurrence entre ces États, Mahin et Hadramaout finiront même par former une alliance pour contrôler la moitié est du sud de l'Arabie tandis que Saba et Kataban s'allieront pour contrôler la moitié ouest. Van Beek, 1958.
Selon cet arrangement, Hadramaout et son allié auront sous leur contrôle la province riche en encens de Zofar en plus d'une route terrestre qui atteignait Gera au Bahreïn en 40 jours. Cette route terrestre deviendra extrêmement importante pour le commerce d'encens et fera de Gera le principal port de l'Est de l'Arabie pour la distribution d'encens vers la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Ibrahim, 1990. Il y a très peu d'informations recueillies sur l'État à Hadramaout, et il subsiste un désaccord considérable entre les chercheurs quant aux dates et aux dirigeants de ce royaume. Nous savons cependant que la capitale Chabwa comportait 60 temples, ce qui montre que les responsables religieux ont exercé une influence considérable sur les terrains économiques et politiques. Ibidem, 1990. Les dirigeants hadramis portaient à l'origine le nom de Moukarib, un terme que certains chercheurs croient connoté d'un point de vue religieux. Qataban était plutôt intéressé par le flux d'échanges ininterrompus entre la capitale, Tamna, et les villes portuaires de la mer Rouge, telles que Mocha et Océlis. La richesse de Qataban peut résulter du fait que cet État était basé dans l'une des régions agricoles les plus développées du sud de l'Arabie. Ibidem, 1990. En plus de leur intérêt pour la mer Rouge, les Qatabanis étaient désireux de se connecter aux ports situés sur les rives de la mer d'Arabie, dont celui de Cana. Les navires de Cana pouvaient naviguer de Qataban vers le reste des ports arabes, ainsi que vers l'Inde et la côte sud de la Perse. Les navires rentrant de l'Inde s'y ancraient afin que les marchands puissent échanger avec les agents du roi des marchandises telles que le tissu, le blé et l'huile de sésame en contrepartie de leur encens. Le port le plus important dans ce domaine était cependant celui d'Aden, qui appartenait aux Sabéens, alliés des Qatabanis. Warmington, 1928. Les inscriptions Qatabanis, comme d'autres trouvées dans le sud de l'Arabie, étaient commémoratives et personnelles. Cependant, il existe de nombreuses preuves attestant d'une réglementation fiscale, de lois et de références aux activités commerciales laissant suggérer des similitudes avec les autres États de l'Arabie du Sud. Ibrahim, 1990. Comme à Mahin et à Saba, le roi de Qataban va décréter des lois après avoir été approuvé par un conseil de notables, tels que les chefs tribaux, les chefs de ville et sans aucun doute les fonctionnaires des temples, puisque Tamna avait un total de 65 temples. Ibidem, 1928. Un kabir était chargé de percevoir les impôts, et certains étaient nommés pour une durée déterminée à l'issue de laquelle ils étaient remplacés. De plus, il ne fait aucun doute que le commerce intéressait considérablement les Qatabanis. Pour favoriser leur réseau commercial, des routes et des tunnels seront creusés sur les coteaux de montagne afin de faciliter le mouvement des caravanes. Une importante législation existait, et certaines inscriptions indiquent même l'existence d'un code de commerce à Qataban réglementant les activités commerciales dans la capitale, le paiement des impôts, les partenariats ou les voyages des marchands dans les zones tribales. Ibidem, 1990. Enfin, il y avait des traités internationaux conçus pour sauvegarder les intérêts commerciaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.